putain. Merde. De l'avis de nombreux experts, les mesures mises en place sont inappropriées pour lutter contre les inégalités. Le gouvernement tente de pallier à ces critiques en avançant l'argument qu'il faut attendre que les dites mesures aient le temps de faire effet. En attendant, c'est nous qui trinquons. Voilà, ça c'est bon. Ah putain, c'est cool. Encore faudrait-il que ce soit juste. Ton combat contre l'autorité est noble, mon ami, mais pallier à la faute. T'es à une nuance de verbe de la perfection au niveau du texte. Une petite nuance de verbe qui fait la différence entre le bon et le mauvais. Putain, mais vous faites quoi, la bande de tarés? Truc du genre 50 nuances de verbe? En quelque sorte. Salut à tous camarades. Aujourd'hui, on fait dans la légèreté, dans le verbeux, j'ai nommé la grammaire du verbe. Parce que oui, au cas où vous auriez oublié, il y en a bel et bien une, et elle est tout aussi importante que la conjugaison. On va voir quelques notions de base qui vont vous aider pour votre syntaxe. Et en plus, ça va me permettre de défricher la question pour de prochaines vidéos. Notre victime du jour s'est plantée dans l'usage de pallier. En écrivant, le gouvernement tente de pallier à ses critiques. C'est faux, parce que pallier est un verbe transitif direct. C'est quoi ce truc? Pas d'affolement. On va y venir. La forme juste est pallier ses critiques. Vous voyez la différence? Elle réside dans la présence ou l'absence de la préposition à. L'origine de l'erreur, c'est qu'on utilise parfois pallier au sens de remédier, puisque pallier signifie dissimuler pour excuser ou pour atténuer. Exemple, pallier cet inconvénient. D'où le terme soin palliatif. Si vous avez de la famille qui est passée par l'hosto, vous voyez de quoi je veux parler. Le sens est en tout cas assez proche pour que ces verbes soient considérés par beaucoup comme des synonymes, alors qu'ils n'en sont pas. D'où une certaine confusion. Car on écrit remédier à quelque chose et non pas remédier quelque chose. Car remédier est un transitif indirect. Son fonctionnement grammatical est donc différent de celui de pallier. C'est un détail, mais ça a son importance, comme on va le voir. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la grammaire? Là où je veux attirer votre attention, c'est que pallier et remédier ne sont pas forcément des verbes qu'on emploie tous les jours, autant le dire franchement. Par contre, les médias et le monde de l'entreprise, eux, en sont très friands. Le seul problème, c'est qu'ils l'emploient parfois à tort et à travers, et que, à force de les lire ou de les écouter, vous faites à votre tour l'erreur. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Vous faites la faute de quelqu'un d'autre, putain! Puis elle se répercute partout par effet de ricochet parce que c'est un discours dominant qui n'est pas remis en question pour des raisons d'autorité, etc. Ça marche pareil pour plein d'autres fautes à la con. Rares sont ceux qui vont aller corriger leur chef s'il fait des fautes, et pourtant, il faudrait. N'hésitez jamais à jouer les troubles fautes avec qui que ce soit. Dans n'importe quel discours, les mots ont un sens, leur forme et leur agencement, la syntaxe donc, modifie le sens du propos. Si la syntaxe du discours est mauvaise, on perd en clarté, on perd en nuance et on perd en précision. C'est dommage, non? L'intérêt d'avoir un langage en commun, c'est de pouvoir communiquer. D'où l'importance de comprendre un minimum la grammaire du verbe, et plus particulièrement la typologie des verbes. C'est celle-ci qui va déterminer notamment comment articuler le verbe à un complément d'objet. Et on va voir ça de suite. Oh putain. Commençons par une évidence. Un verbe sert à décrire une action ou un état du sujet. Exemple à la con, je bouffe des crêpes. Cette action bouffer est accomplie par le sujet je sur un COD des crêpes. C'est dans la relation verbe-complément d'objet que repose la typologie du verbe. Quand vous ouvrez un Becherel de conjugaison à son sommaire, vous voyez derrière chaque verbe, selon les cas, un i, un t, un p ou un d, suivi de il ou de ça. Parfois, il y en a même plusieurs. Que signifient ces lettres? Ça n'a rien à voir avec de l'occultisme. Elles désignent le type grammatical auquel appartient le verbe concerné. On va se baser là-dessus pour expliquer de quoi il retourne.
Commençons par le plus simple. Un i indique que le verbe est intransitif. Ça veut dire que le verbe peut se suffire à lui-même et ne nécessite pas obligatoirement de complément. Exemple, je meurs. Vous pouvez détailler davantage, mais dans ce cas, ce ne sera pas un COD. Exemple, je meurs de faim. De faim est ici un complément circonstanciel. Grosso modo, un verbe est intransitif lorsque l'action ne s'exerce pas sur un complément d'objet, mais reste lié au sujet. Allez. Parfois, un verbe nécessite un complément d'objet pour exprimer l'action dans toute sa splendeur. Sans ça, il manque quelque chose à la phrase. Exemple de tout à l'heure, je bouffe des crêpes. Si vous dites juste je bouffe, le sens est différent. Y a pas à tortiller du cul pour chier droit. S'il y a un complément d'objet, c'est un verbe transitif. Il est noté T dans votre Becherel. Attention, je l'ai évoqué tout à l'heure avec l'erreur de notre victime, on distingue deux types de verbes transitifs, le direct et l'indirect. Parfois, ils peuvent être les deux à la fois. Lorsque le complément d'objet nécessite une préposition comme à, de ou sur pour être relié au verbe, exemple je bouffe de l'agneau, c'est un transitif indirect. Pourquoi indirect? Parce qu'il y a besoin d'un terme intermédiaire pour relier verbe et COD. Intermédiaire, indirect, vous saisissez le topo. Par contre, s'il n'y a pas besoin de cet intermédiaire, le verbe est dit transitif direct. Exemple, je bouffe l'agneau. Cette petite nuance de syntaxe change le sens général de la phrase, pas vrai? Putain, mais c'est quoi ce câble? Ah! Ah! Faites gaffe aux verbes d'état ou attributifs, comme par exemple devenir, sembler ou être. Ils servent à relier un attribut à un sujet afin de le décrire. Exemple, il est attaché. Un verbe d'état n'est jamais suivi d'un complément d'objet. Putain, mais nique ta putain de grammaire. Méfiez-vous surtout des verbes pronominaux, notés P dans vos Becherel. Ce sont ceux qui correspondent à la forme se plus infinitif, comme se branler. Leur conjugaison, surtout celle de leur participe passé, est complexe et sujette à de nombreuses erreurs. On fera une vidéo spéciale sur le sujet, mais pour l'instant, on va s'en tenir aux bases. Si je te dis le classique « on y va ou on s'encule », s'enculer est un pronominal. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui se conjugue avec un pronom personnel, comme me, te, se, qui est de la même personne que le sujet et désigne le ou les mêmes êtres que lui. On dit d'un verbe qu'il est essentiellement pronominal s'il n'existe que sous cette forme, comme s'enfuir ou s'évanouir. Dans les deux cas, tu peux pas tège le S. Il existe deux types de verbes pronominaux, le pronominal réfléchi et le pronominal réciproque. Il se branle. C'est un pronominal réfléchi parce que le sujet exerce une action solitaire sur lui-même. Elle s'entretue. C'est un pronominal réciproque parce que plusieurs êtres exercent une même action les uns sur les autres, ou entre eux si vous préférez. En bref, pour déterminer si le verbe pronominal est réfléchi ou réciproque, il vous suffit d'identifier à qui ou à quoi se rapporte le se. C'est une nuance de taille lorsque vous devez conjuguer ces verbes avec l'auxiliaire avoir, mais ça, c'est pour la prochaine. Enfin, il y a mes chouchous, les verbes défectifs et les verbes impersonnels. Un verbe défectif est un verbe qui, suite aux évolutions de la langue, n'existe que à certains modes et à certains temps, comme choir, désir ou quérir. Leur conjugaison est dite incomplète, elle leur fait défaut, d'où le défectif. Grosso modo, ces verbes sont des restes bâtards d'ancien français, mais ils sonnent bien, alors on les garde quand même s'ils perdent des morceaux en route. Méfiez-vous d'eux, ce sont des sources d'erreurs énormissimes. Quant aux verbes impersonnels, ce sont ceux qui se conjuguent à la troisième personne du singulier uniquement, même si le sujet réel est pluriel, comme il pleut ou ça mouillasse. C'est une question de vocabulaire plus que de grammaire. Apprenez ces verbes une bonne fois pour toutes, au moins les principaux, et après vous êtes pépouze! On a désormais fait le tour de la typologie grammaticale. Vous devriez mieux vous repérer entre les différentes familles. Allez, on a le temps pour quelques dernières petites subtilités avant la mnémotechnique. Le type grammatical d'un verbe n'est pas gravé dans la roche. C'est le contexte de la phrase qui permet de savoir à quelle famille il appartient. Prenez par exemple un verbe comme entendre. Il entend de la musique est un transitif qui peut être direct ou indirect si vous mettez la préposition de. On s'entend mal ici, c'est un pronominal. Enfin, il entend est un intransitif. Dans tous les cas, votre Becherel précise si votre verbe possède plusieurs types. Sachez également que tous les verbes transitifs permettent de former une construction pronominale à sens passif.
Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'objet de la tournure active devient le sujet de la formule passive. Par exemple, on vend beaucoup de ces vibros, devient ainsi, ces vibros se sont très bien vendus. Tu le sens là, le pronominal passif? Mais c'est du pinaillage tout ça. Faux! Savoir à quel type de verbe tu as affaire te permet de savoir si tu dois choisir entre l'auxiliaire être ou avoir. Ose me dire que tu ne te trompes jamais entre ces deux-là. Eh bien ça peut aider en cas de doute. Ainsi, tous les verbes transitifs, la majorité des verbes intransitifs et la plupart des verbes personnels se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Exemple, tu as chié dans ton froc. Les verbes pronominaux, les verbes employés à la forme passive, et quelques verbes impersonnels, eux, se conjuguent avec l'auxiliaire être. Exemple, tu t'es évanoui. Pour les autres, des cas à part, il arrive que être et avoir puissent tous les deux être utilisés. Le choix se fait en fonction des différents sens possibles du verbe. Nuance, j'ai baisé, je suis baisé. Ça n'exprime pas la même idée. Dans ce cas de figure, retenez que l'auxiliaire avoir sert à exprimer une action et que l'auxiliaire être exprime un état. Rien de compliqué. Maintenant qu'on a vu la grammaire en long, en large et en travers, place à la mnémotechnique du jour. Pose-toi la question, le verbe seul suffit-il à décrire l'action? Tu jouis, oui, c'est un verbe intransitif. Je te menote. Non, car je menote quelqu'un ou quelque chose. C'est donc intransitif. Est-ce que le verbe transitif a besoin d'une préposition, comme à, de ou sur, pour être relié à son complément d'objet? Je te menote. Non, il n'y a pas de préposition. C'est donc intransitif, direct. Tu redoubles de plaisir? Oui, il y a une préposition obligatoire. C'est donc intransitif, indirect. Le verbe correspond-il à une forme se plus infinitif, comme dans on s'en fout royal du verbe se foutre? C'est un verbe pronominal. Elle se branle. Le sujet exerce une action solitaire sur lui-même. C'est donc un verbe pronominal réfléchi. Les bons amants s'imbriquent à la perfection. Les individus regroupés sous ce sujet pluriel exercent une même action les uns sur les autres, entre eux. C'est donc un verbe pronominal réciproque. Est-ce que le verbe n'existe qu'à certains temps ou à certaines personnes? Genre, il neige. C'est un verbe défectif ou impersonnel. Attention! C'est un piège. N'allez pas inventer les conjugaisons inexistantes. Normalement, ça devrait être plus clair dans ta tête et te permettre de ne plus faire de fautes. Mais... vous vous prenez tant que ça à la tête pour pallier aux erreurs des gens? Pallier au... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais tu l'as dit. Non. Débarrasse-moi de ça. Au nom du Saint Becherel, puissent ses fautes lui être pardonnées et servir d'exemple à tous.